J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez rester concentré avec nous jusqu'au bout de cette émission s'il vous plaît et essayer de la partager au maximum parce que pour moi l'heure est grave. L'heure est grave, il faut absolument qu'on trouve une solution à ce problème qui nous pourrit l'existence et qui menace notre pays, qui menace le développement de l'Algérie et de tout le Maghreb. Le Maghreb n'existe plus. Le Maghreb s'est effrité depuis la rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021. Depuis août 2021, depuis cette maudite rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, le Maghreb ne cesse de basculer dans une phase de tension, de relations conflictuelles, de menaces, d'un climat extrêmement délétère, des peurs, des angoisses et de la panique. Aujourd'hui, on est en droit de paniquer, on est en droit de s'inquiéter, on est en droit d'angoisser parce que notre région, le Maghreb, je ne parle pas uniquement pour nous les Algériens et les Algériens, je parle pour tous les Maghrébins. Je l'ai toujours dit, il faut être aveugle, il faut être idiot, il faut être vraiment inconscient et immature et écervelé pour penser qu'on peut vivre en paix et avoir la sécurité et le développement et le progrès si nous avons des relations de mauvais voisinage et que nous évoluons dans un environnement géopolitique hostile, dangereux et instable. C'est le cas aujourd'hui de l'Algérie. Depuis 2021, la politique anti-marocaine empruntée par le régime algérien, elle est excessive, elle est tellement excessive, exagérée, qu'elle génère de crise en crise. On a en crise en crise. Alors, on s'est disputé avec l'Espagne, notre partenaire, notre deuxième client au niveau du gaz algérien et notre deuxième client au niveau de nos exportations des hydrocarbures, notamment du gaz. L'Espagne qui était parmi les 4 et 3, voire les 5 premiers fournisseurs de l'Algérie et donc parmi les 5 partenaires commerciaux de l'Algérie. Depuis 2022, les relations avec l'Espagne se sont tellement détériorées que les échanges économiques entre les deux pays ont été significativement réduits à moins de 90%. On est resté 20 mois à Madrid sans ambassadeur algérien. Les liaisons aériennes et maritimes avec Madrid, avec l'Espagne et les autres grandes villes espagnoles ont été significativement réduites. Elles se sont un petit peu améliorées au cours de cette année 2024. Sinon, depuis 2022 et 2023, ça a été la catastrophe. 20 mois jusqu'à la fin de l'année 2023 pour avoir un ambassadeur sur place. On est passé, les entreprises espagnoles étaient importantes pour l'Algérie. L'Espagne exportait vers l'Algérie pour 2,9 milliards d'euros en 2019, pour 1,9 milliard d'euros en 2020 et 1 milliard et quelques d'euros en 2021. Et depuis, on est à moins de 500 millions de dollars, à moins de 500 millions d'euros pratiquement. C'est une chute excessive et grave, ce qui a encore une fois provoqué, pénalisé plusieurs entreprises algériennes qui avaient des partenariats avec les entreprises espagnoles, ce qui a provoqué aussi un énorme problème d'inflation et de pénurie puisque les traditionnels fournisseurs espagnols du marché algérien ont été éjectés très brutalement. On n'a pas su les remplacer, on n'a pas su remédier, on n'a pas calculé les conséquences d'une rupture des stocks et le risque d'une pénurie sur le marché algérien et ça a causé une catastrophe notamment dans le secteur de la volaille où les prix du avion de poulet jusqu'à aujourd'hui, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, ne cessent d'augmenter d'un mois à un autre, d'une année à une autre entre 30 et 40%. C'est énorme, c'est vraiment énorme. On ne calcule pas les conséquences, mais avec l'Espagne, non seulement on n'a rien gagné, je dis bien, on n'a absolument rien gagné sur le plan géopolitique. Les Espagnols n'ont pas changé d'un iota leur position. Il y avait 189 000, presque 190 000 entreprises espagnoles qui travaillaient avec l'Algérie. Et là, malheureusement, nous avons on a pratiquement à peine 10%, on va dire, de ces entreprises continuent de pouvoir travailler avec l'Algérie. Les milliards d'euros que l'Espagne a perdu avec l'Algérie, les a récupérés avec le Maroc. On a déjà expliqué que le Maroc a profité de cette occasion. Il a attiré vers lui les entreprises espagnoles et il a essayé de combler le vide, créer le vide. Il a essayé de profiter de cette politique de boycott de l'Algérie vis-à-vis de l'Espagne pour aider l'Espagne à limiter les dégâts pour ces entreprises. Et on n'a rien gagné. Les relations algéro-espagnoles sont toujours en crise, les relations politiques et diplomatiques sont en minima, le traité de bon voisinage et d'amitié avec l'Espagne est gelé depuis juin 2021 et notre deuxième client du gaz, on a hypothéqué nos relations avec la quatrième économie de l'Union européenne, après l'Allemagne, la France et l'Italie. Notre deuxième client, quand même, encore une fois, du gaz,
parmi les 20 pays les plus riches du monde, l'Espagne, qu'on le veuille ou non. Un savoir-faire, etc., des potentialités, des accords, etc. C'est quand même, elle était parmi elle était entre 2019, non, 14e. Elle est actuellement classée en 14e et 16e, en 16e, 14e, 15e, son PIB évolue, puissance économique mondiale. Pourquoi? À cause de ce problème du Sahara occidental, qui est devenu une obsession. Auparavant, l'Algérie, à l'époque du régime de Bouteflika, le Sahara occidental était une constante des affaires étrangères, de la politique internationale de l'Algérie. C'était une simple constante, mais une base, un principe noble comme ça, que l'Algérie estimait qu'elle qualifiait de noble et qu'on nous défendions, peut-être à juste titre à une certaine période de l'histoire, mais en tout cas, on n'en faisait pas une obsession. Ça n'a jamais été une obsession. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas tout le temps, ce n'était pas une variable de la politique interne du pays. Le Sahara occidental était toujours une problématique des relations internationales et des diplomates algériens et ça relevait du secteur des affaires étrangères. Ce n'était pas un paramètre stratégique, névralgique, qu'on utilisait comme baromètre pour évaluer et pour déterminer nos relations diplomatiques et politiques avec les États du monde entier. Et on n'a jamais créé des problèmes avec des partenaires aussi importants pour nous, comme la France et l'Espagne, juste à cause du Sahara occidental. Quand il y a des divergences avec la France, quand il y a des divergences avec l'Espagne, ou là avec les États-Unis d'Amérique sur la question du Sahara occidental, voilà, on disait, on marquait notre différence, l'Algérie marquait sa divergence, et ça s'arrêtait là. C'était pas une obsession. On n'est pas allé jusqu'à rompre les relations diplomatiques, et on n'en parlait pas régulièrement, comme à l'époque du régime Tebboune. Le Sahara occidental, c'était l'APS, quelques médias publics moudjahed, je suis à l'expression jeune indépendant, les médias les plus anti-marocains en Algérie, et quelques fois dans la radio de la TV. Maintenant, ça a complètement changé. Le Sahara occidental, on en parle matin et soir. Matin et soir, au point où nous avons l'impression, en tout cas beaucoup de nos compatriotes, ils pensent que le Sahara occidental, c'est un territoire algérien. Je vous assure, des citoyens algériens, et des Algériens et des Algériens, ils disent que Sahara, on doit la récupérer. Moi, je fais que c'est un pays étranger. C'est une question qui ne concerne pas le territoire algérien. On en parle matin et soir. Donc, après l'Espagne, maintenant on se dispute avec la France. La France a décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Grosse dispute. Pas d'ambassadeur depuis 30 juillet 2024. Boycott des importations françaises. Ça, vous allez voir, je l'ai mis en garde. Je vous ai mis en garde. Ça va produire des conséquences désastreuses pour les Algériens et les Algériens pour leur pouvoir d'achat. La France est notre deuxième fournisseur après la Chine. C'est quand même le premier, le deuxième et l'un des 3 premiers fournisseurs pour les matières agricoles alimentaires. On en a parlé tout à l'heure dans une émission. Remplacer les produits français que nous mangeons, que nous consommons, les voitures françaises, les équipements français, aussi rapidement par d'autres fournisseurs, ça va être extrêmement compliqué. Ça prendra du temps, ça va nous coûter plus cher. Du coup, l'inflation va augmenter en Algérie, les pénuries vont s'aggraver, et les entreprises algériennes qui avaient besoin de faire des partenariats avec mon fournisseur des entreprises françaises pour leurs activités de production, pas pour la revente en l'état. Il y a des machines qu'on devait ramener de France, des pièces de rechange qu'on devait ramener de France, de l'expertise, du savoir-faire qu'on devait ramener de France, sans parler des matières premières agricoles par exemple. Et ben, ces entreprises algériennes vont être extrêmement pénalisées. Donc on va avoir beaucoup de déséquilibre dans notre pays. Tout ça pourquoi? Pour le Sahara occidental. Le Sahara occidental, on s'est disputé avec nos 2 partenaires économiques parmi les plus importants. Mais à part la Chine et l'Italie, les 2 autres plus importants partenaires économiques de l'Algérie sont l'Espagne et la France. Un morceau, je dis bien un morceau et je pèse mon mot, de désert rocailleux où la population est de 400 000 habitants. Parce que nous n'avons pas de problème avec les Marocains concernant le territoire algérien. Le Maroc, je le rappelle et je le dis 1000 fois, n'a plus de prétention sur le territoire algérien. La convention signée à Rabat en 1972, elle a été ratifiée, qui a été signée à l'île Yanes, qui a été signée par Abdelaziz Bouteflika, quand il était ministre des Affaires étrangères, et par le ministre des Affaires étrangères marocain à l'époque, Ahmed Taibi Ben Hima, elle enterre définitivement le problème du tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Il y a quand même 9 articles, 98 pages, elle est consultable sur Internet. Le Maroc et l'Algérie n'ont plus de problème concernant leur tracé frontalier depuis le 25 juin 1972.
Le Maroc, il a ratifié, il a fini, il a tardé pour ratifier cette convention, elle a été ratifiée en 1992. L'Algérie l'a ratifiée très rapidement parce que ça protégeait notre territoire national contre, auparavant, les velléités expansionnistes de certains dirigeants marocains, mais c'était à l'époque, les années 60, les années 70. Et je rappelle encore une fois, vous pouvez aller voir le site des Nations Unies. Depuis le 30 juillet 2002, cette convention relative au tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc a été enregistrée par le secrétariat général des Nations Unies et donc les deux pays n'ont pas de problème concernant leurs frontières. Le Maroc n'a jamais revendiqué une partie de notre Sahara. Et ni Tindouf, ni Béchar, ni Wallou, depuis 72. Donc nous n'avons pas de problème avec le Maroc concernant notre frontière. Le Sahara occidental, c'est un conflit, il relève de l'ONU. C'est l'ONU qui l'a déclaré territoire non autonome dont la population ne s'administre pas encore par elle-même. Le Maroc a fait une proposition qui est l'autonomie. On en fait une obsession. Pourquoi en faire une obsession au point où le Sahara occidental est devenu un baromètre, plus qu'un baromètre, la boussole de nos relations internationales. C'est devenu la référence absolue, comme le Coran, c'est devenu une Bible, un Coran. ان شاء الله يجيك شي واحد في السلطه الجزائريه ولا في الصحافه الجزائريه يقول لك هذه الصحه الغربيه مذكوره في القران بعيد الشر كل حال ربي يسمح لنا. C'est devenu de la folie. Il y a un cadre qui est l'ONU. Que l'Algérie continue à défendre l'indépendance du Sahara, c'est son problème, ça peut se comprendre entre guillemets. Mais se disputer avec la France et avec l'Espagne, c'est extrêmement grave. Et pourtant maintenant je vais briser un tabou. Wallah al-Adim, à l'époque, on aurait dû écouter quelqu'un qui en 2019, il nous avait conseillé sagement d'aller régler ce problème définitivement. Wallah al-Adim, je vous le dis, je le redis, je le pense. Et je sais que je ne vais pas être apprécié par beaucoup de dirigeants algériens, ils vont m'insulter là-dessus, mais Ammar Saïdani avait raison. Il fallait régler le problème du Sahara, il fallait accepter de tourner la page du Sahara occidental. Le Sahara doit rester marocain. Oublions ce problème du Sahara occidental. Au lieu d'aller financer le Polisario qui nous coûte, et on en a parlé, fait Algérie part, plus d'1 milliard de dollars chaque année, on en a donné des chiffres, on a fait une enquête fouillée, etc. Ça nous coûte beaucoup d'argent pour pratiquement rien, pour pratiquement zéro impact. Aujourd'hui, il y a la majorité toutes les grandes puissances, la majorité des pays à travers le monde ne croient pas à la pertinence et à l'utilité de créer un État en Afrique qui s'appelle le Sahara occidental et peuplé uniquement par 400 000 habitants. Des États plus anciens et plus historiques et plus solides, encore une fois, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, peuplés par une vingtaine de millions d'habitants et qui ont des armées et qui ont des constances et qui ont des relations historiques et ancestrales avec plusieurs puissances importantes de ce monde et qui ont un ancrage historique, n'arrivent pas à survivre, à s'en sortir seuls face au terrorisme, face au grand banditisme, face à l'insécurité. Comment un pays comme le Sahara va survivre? Et ne me comparez pas avec les pays du Golfe qui ont été créés dans les années 60. Les pays du Golfe ont eu le protectorat américain. Les États-Unis d'Amérique, et la Grande-Bretagne et l'Occident a accompagné la création du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, etc. Et le fait qu'ils avaient des richesses importantes en pétrole ou en gaz, ça a permis à ces Émirats d'exister. Et d'ailleurs, ils ont été créés en pleine guerre froide. Il y avait un contexte politique totalement différent. Et le fait qu'il y ait un parrainage américain et occidental a stabilisé ces Émirats et ça leur a permis de se développer. En réalité, ce sont des pays, des créations occidentales vivant selon un modèle culturel islamique ou arabe. Mais la forte domination de l'influence occidentale sur les pays du Golfe leur a permis d'avoir une protection. Mais qui va permettre au Sahara occidental de se développer? Qui va le protéger? L'Algérie. On n'a pas encore, on a du mal à protéger notre propre territoire, à développer notre propre territoire, à essayer de rattraper ce que nous avons, ce que nous accusons comme sous-développement. Ça n'apporte rien.
Et Ammar Saïdani en 2019, il avait totalement raison. Qu'est-ce qu'il avait dit en octobre 2019 Ammar Saïdani dans une interview accordée à TSA? Je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qu'il appelait le Polisario. Et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. L'argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent depuis 50 ans dans les hôtels de luxe, doit revenir à Souk Haras, Al-Bayt, Tamanrasset et autres villes algériennes. Voilà ce qu'il a dit. Il a osé, c'était le seul et premier haut responsable algérien, Ammar Saïdani, ancien patron du FLN, ancien président de la PN, je rappelle, il a dit le Sahara est marocain et rien d'autre. Il faudrait que les Algériens l'acceptent, il faudrait on tourne la page. Et est-ce qu'il a tort aujourd'hui avec Kéchofou, avec le développement des événements? Est-ce que Ammar Saïdani a tort? On l'a traité de traître à l'époque. On l'a insulté. Sabine, Mkhaline, je connais que c'est un traître, c'est un corrompu, etc. Mais sur le plan purement géopolitique et rationnel, il a eu raison. Si l'Algérie avait accepté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, si elle avait tourné la page des tensions avec le Maroc, si on avait créé une relation de bon voisinage avec le Maroc, si on avait relancé le Maghreb, et en 2019, Ammar Saïdani, elle avait dit, il y avait une conjoncture historique très importante. Il y avait un changement politique en Algérie, il y avait un nouveau président en Tunisie, il y avait un nouveau départ, une nouvelle configuration en Libye, il y avait des changements aussi en Mauritanie. On aurait pu repartir sur de nouvelles bases et créer ce foutu Maghreb qui aujourd'hui est devenu colonisé par des puissances étrangères comme la Russie, comme la France, les États-Unis, les Émirats, etc., etc. Nous sommes devenus des pays colonisés. Qu'on le veuille ou non. La Tunisie faillite, elle n'est pas du tout indépendante, elle n'est pas du tout souveraine. La Libye divisée dans une insécurité totale et dominée par les puissances étrangères. La Mauritanie très seule et très faible, elle dépend essentiellement du soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de l'Occident et des relations de bon voisinage avec l'Algérie et le Maroc pour exister. Et l'Algérie et le Maroc qui s'engravent, qui s'enfoncent dans leur division interne. Ça a été une connerie. La conjoncture est favorable pour relancer l'Union du Maghreb, l'avait dit Ammar Saïdani, qu'on a trop méprisé, on l'a rabaissé pour rien. Alors ce mec, je le dis, moi je pèse mes mots, je tiens à lui présenter mes excuses parce qu'il avait raison. Si dès 2019 on avait réglé le problème de la marocanité du Sahara occidental, la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental, le plan d'autonomie du Maroc, on aurait eu des bonnes relations, on aurait enterré l'âge de guerre. Est-ce que le Maroc aurait normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020? Je vous pose la question et que chacun d'entre nous, est-ce que le Maroc aurait été contraint de normaliser ses relations avec Israël si l'Algérie avait accepté le plan d'autonomie marocain dès le départ et elle avait accepté de tourner la page et on aurait accepté la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Jamais le Maroc n'aurait normalisé ses relations avec Israël. Et on le sait tous que si le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020, parce qu'il se sentait poussé, contraint, encerclé par l'Algérie, les frontières fermées depuis les années 90, le problème du Sahara occidental patine au niveau des instances internationales, la normalisation avec Israël a permis au Maroc d'obtenir quoi? D'obtenir la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. C'était ça ce que visait le Maroc. Parce que les relations entre Israël et le Maroc étaient secrètes. Dans les coulisses, elles étaient pratiquement normales. Mais on aurait au moins évité l'accord militaire de défense entre Israël et le Maroc en novembre 2021. Les visées des militaires israéliens sur le territoire marocain. On aurait pu éviter la percée de l'influence israélienne dans la région si l'Algérie avait accepté, avait accompagné le Maroc dans ses efforts de normalisation et dans ses efforts de reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire qui lui appartient. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Il faut dire là, il faut arrêter qu'on se mente à nous-mêmes. Comme Béchar et Tindouf, c'est à nous, et ben le Sahara occidental, c'est à eux. C'est bon. Il faut tourner la page. On va pas. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, d'aller soutenir? Il faut dire la vérité, j'en ai marre, moi, de ce problème. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à foutre d'aller s'emmerder à essayer de créer un État avec 400 000 habitants, alors que nos voisins du Sahel, ils ont dû faire une alliance. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont dû faire une alliance pour pouvoir vivre et survivre. Survivre, essayer de se développer et résister à la menace qui menace leur existence. Comment un pays de 400 000 habitants va vivre aujourd'hui en Afrique? Je venais le Soudan du Sud quand il a appelé son indépendance très directement pour la guerre civile. Mais la liberté des Sahraouis. Ils seront plus libres avec un pays qui va sombrer dans la dictature et dans la guerre civile. Est-ce que les Soudanais du Sud sont forcément libres aujourd'hui?
ما نكذبوش على رواحنا نروحوا نشوفوا دي pays importants comme l'Éthiopie, l'Érythrée, comme le Congo Kinshasa n'arrivent pas à garantir, à contrôler leur propre territoire. Ils n'arrivent pas. Je vous le Soudan dessus depuis 2011, ça a été une expérience que des guerres et des familles et des problèmes et des divisions. Donc je vais créer un autre État qui sera dominé par les groupes armés, c'est l'existence du Sahara occidental. Donc un pays indépendant sera une menace directe contre l'Algérie. Menace directe, parce que les militaires algériens qui pensent qu'ils vont sécuriser le Sahara occidental comme ils ont sécurisé le territoire algérien, ils rêvent sécuriser un tel territoire. Ça demande de l'argent et c'est pas le nôtre. Il faut qu'on arrête, mais maintenant. Historien, un historien algérien, il est parti à l'ONU, et en fait, il n'est même pas historien, il est vétérinaire, scientifique, mais il s'est converti en historien, il a parlé de certaines preuves historiques. L'histoire n'explique pas tout. Mais l'Alsace, en Europe, il y a des territoires qui appartenaient, qui étaient allemands à un moment donné, et qui sont redevenus français, qui étaient tchèques, qui étaient polonais, qui étaient allemands auparavant. Si on applique l'histoire, si tous les pays du monde réfléchissent comme les Algériens, mais à un moment donné, il y avait 3 ou 4 tribus qui étaient indépendantes, mais beaucoup de micro-États vont exister. Même les Malahagda, même Shma'at el-Mak, les séparatistes kabyles, ils disaient qu'il y avait le royaume de Koukou. Il était indépendant de la régence d'Alger, il avait sa propre organisation, donc la Kabylie serait indépendante. Ça ne veut rien dire, ces conneries. C'est pas parce que, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, certains territoires étaient indépendants, autonomes, ou avaient leur propre organisation, que cela remet en cause leur rattachement à un pays plus global, plus diversifié, et à une entité beaucoup plus large. Ce n'est pas vrai. En Europe, il y en a des milliers d'exemples comme ça. Il y a des milliers de royaumes, de petites principautés qui ont existé pendant des siècles. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne ou la France, ou l'Italie ou l'Espagne doivent se diviser, doivent se subdiviser, ou doivent se fondre en plusieurs pays. Ça n'a aucun sens. Sinon, comme ça, on aura des milliers de pays. On n'aura pas 193 ou 194 États membres de l'ONU. On va avoir 1500. Mais il y a l'argument historique, il est bête. Il y a des preuves historiques aussi durant une bonne partie de l'histoire, il y a eu des relations intrinsèques et même de rattachement entre le Maroc et le Sahara occidental. Ça, on ne peut pas aussi l'oublier. Donc Tlemcen, parce qu'il y avait les royaumes, il y avait à un moment donné un royaume qui Tlemcen, donc les Tlemceniens disent qu'on dit notre propre pays, à part, c'est un raisonnement extrêmement dangereux. Je dis bien extrêmement dangereux. L'histoire, il peut être interprété. Non, arrêtons les conneries. Ce pays ne peut pas exister. Les grandes puissances n'en veulent pas. Les pays africains n'en veulent pas. Même les gens, même les géopoliticiens, les experts les plus simples, qui n'ont pas vraiment un sens aigu, même ceux qui ont les diplômes les plus simplistes dans les sciences politiques internationales, dans les relations internationales, ils veulent que cet État n'est pas viable. L'État du Sahara n'est pas fiable. Ça serait une connerie, ça serait un foyer d'insécurité, de terrorisme et d'instabilité dans toute la région. Voilà, Ammar Saïdani, il a osé le dire. Le Sahara est marocain, rien d'autre. Ça lui a coûté des insultes, mais il a raison avec le recul. Il a raison. On est en train de gaspiller notre argent, notre salive, notre temps. Le Maghreb ne s'est pas fait. Déjà, c'est une énorme perte. L'absence du Maghreb permet aux Émirats, à la Turquie, à la Russie, à la Chine, aux États-Unis, aux Européens, de dominer le Maghreb, de dicter de leurs lois, de prendre nos richesses, de nous coloniser autrement. Voilà un chouf dans le Maghreb aujourd'hui. Les Maghrébins sont devenus méprisés, sont devenus des sujets. Leur destin se décide ailleurs, se décide à New York, à Washington, à Moscou, à Abu Dhabi, au Caire, à Paris, à Rome, mais jamais ni à Tunis, ni à Casablanca, ni à Rabat, ni à Oran, ni à Tripoli, ni nulle part ailleurs. Donc le Maghreb, la fracture du Maghreb va nous coûter extrêmement cher et elle favorise les mouvements séparatistes, les mouvements terroristes et les ingérences étrangères. Économiquement, la misère sociale, les divisions politiques favorisent la misère sociale, la détresse économique. La misère, je vais soutenir un mouvement qui s'appelle le Polisario alors que j'ai des citoyens fait Bourj Baji Mokhtar, fait Ngzam qui meurt de la malaria. On n'arrive même pas à faire des hôpitaux dignes de ce nom. Revenez un peu à la raison. Il faut revenir à la raison. Je vais compromettre mes relations avec je ne sais pas qui, avec
avec je ne sais pas qui, avec nos partenaires les plus importants, l'Espagne et la France, pour un territoire dont la souveraineté, dont la sécurité, dont la survie ne sera jamais garantie s'il va se détacher du Maroc. Il faut être sincère. Et même, moi, je parle à des sources militaires et sécuritaires. Il n'y a pas un général algérien, il n'y a pas un colonel des services algériens, il n'y a pas un ministre algérien qui croit réellement et qui a foi et qui a de la foi ou qui croit réellement que l'Algérie, que le Sahara occidental est une cause juste et légitime. C'est vraiment du n'importe quoi. À un moment donné, ça doit cesser. Franchement, لازم نروحوا لازم نطوروا علينا etc. Chaque année plus de 1 milliard de dollars باش نتفاهموا مليح qui va vers entre 1,5 milliard de dollars même, qui va directement vers le Polisario et ce projet mort-né. Franchement, mort-né, je le dis bien, mort-né. Il ne verra jamais le jour. Et vous allez voir, c'est قضية فاشلة. Parce que ما فيهاش ماشي مبنية على الحق. ماهيش مبنية على الحق. Oui, les Marocains ont déconné, ils ont torturé. Oui, on peut en parler. Contraindre les Marocains à appliquer réellement l'autonomie et les contraindre et leur demander de respecter la dignité du peuple sahraoui est beaucoup plus utile pour les Sahraouis eux-mêmes que d'essayer de les emmerder avec la création d'un État imaginaire et fantoche. Il faut être sincère. Saïdani avait raison. Le Sahara est marocain. Il faut tourner la page définitivement, Ejma. Il faut tourner la page, il faut construire le Maghreb. Il faut accepter des solutions rationnelles, raisonnables. Il ne faut pas que nos divisions, il ne faut pas que cette guerre algéro-marocaine profite de grandes puissances qui sont les États-Unis, qui sont les grandes puissances impérialistes du monde. Que ce soit la Russie, la Chine, la Turquie, les Émirats, les pays du Golfe, les États-Unis et autres. Les Maghrébins doivent se reprendre, doivent se ressaisir. Nous sommes en grand danger. On va devenir des pions à cause de ce conflit ridicule, inutile, qui n'a aucun impact. D'ailleurs, c'est le conflit le plus invisible du monde. Allez voir le nombre d'articles et de couvertures de la presse internationale sur ça, il est ridicule. C'est ridicule, franchement, comme conflit. Personne n'en parle. On en parle très très peu parce qu'il n'a pas de grand intérêt. Personne n'arrive à comprendre. On va faire un pays avec 400 000 personnes. Soyons sérieux, alors que en Afrique, des pays qui font 60, 50 millions d'habitants n'arrivent pas à survivre sans l'aide étrangère, sans une alliance, sans un soutien étranger. Non, soyons sérieux. Faisons comme Ammar Saïdani. Il faut faire le deuil de cette affaire ce n'est pas un combat juste. La Palestine est un combat juste. Le Sahara, ce n'est pas un combat juste. C'est pas du tout. Le Sahara est marocain. Il faut l'accepter. Et le Maghreb est maghrébin. L'Algérie, elle a son territoire est vaste. Nous avons l'un des plus beaux déserts du monde. Nous avons déjà un très grand Sahara. Je vais emmerder mon voisin pour essayer de le diviser, créer des problèmes chez lui, pour soutenir un État indépendant qui n'a pas d'avenir. Ammar Saïdani avait raison. On l'a trop insulté, on l'a rabaissé, on l'a méprisé sur le plan diplomatique et géopolitique. L'intérêt de l'Algérie est de fortifier, de se réconcilier avec le Maroc, de construire le Maghreb, faire le marché commun du Maghreb, aller de l'avant, créer des mécanismes de coopération économique, du soutien sécuritaire, des accords militaires, qu'on se protège, qu'on se soutienne mutuellement pour sécuriser ce Maghreb, pour éjecter les nouveaux colonisateurs qui veulent prendre nos richesses et payer nos pays.